Bonjour tout le monde et bonne année 2025. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler de mon année 2024 en lecture. Coucou, je vous interromps 2 petites minutes pour vous dire trois choses. Déjà, bonne année. Je vous explique un peu le concept de la vidéo. C'est une vidéo qui retrace mes coups de cœur de 2024 et mes objectifs de 2025 niveau lecture. Et puis, troisième chose, je tiens à m'excuser pour la mise au point franchement aléatoire qui aura lieu durant toute la vidéo. Donc essayez de l'ignorer. Peut-être que vous ne l'auriez pas remarqué si je ne vous l'avais pas fait remarquer, mais je préfère quand même prévenir. Ce sont les risques de filmer avec cette caméra surpuissante qui est celle de mon Samsung. Bonne vidéo. Qu'est-ce que j'ai lu en 2024? Alors j'ai plus lu en français qu'en anglais, ce qui change de l'année 2023, et j'ai lu beaucoup de BD. J'ai lu moins de romans que d'habitude. Mais alors, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai sélectionné 6 coups de cœur que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, ça ne va pas être classé parce que j'arrive pas trop à hiérarchiser mes préférences, mais on va partir dans un ordre chronologique. Et j'ai commencé l'année assez fort, parce qu'il me semble que le premier livre que j'ai lu en 2024, ça a fini par être un 5 étoiles. Et c'est King of Scars de Leigh Bardugo. C'est le premier tome de la dernière duologie en date du Grishaverse, un univers de fantasy créé par l'autrice. Et donc l'intrigue reprend après les événements qui se sont déroulés dans Shadow and Bone et dans Six of Crows, Six of Crows étant mes livres préférés. Et cette fois-ci, on place au centre de l'intrigue Nikolai, qui était mon personnage préféré de Shadow and Bone, Zoya et Nina. Donc si Shadow and Bone et Six of Crows peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre, il faut quand même avoir lu les deux pour comprendre ce qui se passe dans King of Scars, qui en plus contient des gros spoils pour les deux séries précédentes. C'est pour ça que quand je vais parler de l'intrigue, je vais essayer d'être le plus vague possible, quand même en essayant de vous donner envie de le lire, mais évitons les spoils à tout prix. Donc on suit l'histoire de Nikolai, roi de Ravka, qui est à la tête d'un royaume qui se remet lentement des dégâts de la guerre et dont la stabilité est menacée par des ennemis aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Et donc, pour cela, il est aidé de Zoya, qui est son bras droit, aussi bien dans la sphère professionnelle, elle l'aide pour son devoir de roi, mais aussi dans la sphère personnelle, puisque Nikolai est rongé par un mal qui devient de plus en plus incontrôlable. De son côté, Nina se retrouve clandestinement à Fierda, où les Grishas sont en danger, sont menacés, puisque c'est une civilisation qui les diabolise et qui les considère comme des sorcières qu'il faut à tout prix éliminer. Elle s'y trouve pour une mission bien spécifique, mais ses pouvoirs, qu'elle ne comprend pas encore totalement, lui murmurent des choses étranges qu'elle a de plus en plus de mal à ignorer. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à autant aimer ce roman. Oui, certes, Six of Crows a beau être l'une de mes séries préférées, mais tout paraît moins bien à côté. Donc c'était une surprise très agréable de me retrouver plongée dans cet univers une nouvelle fois. J'avais été moins convaincue par Shadow and Bone, qui reste quand même du très haut niveau, mais voilà, avec King of Scars, Leigh Bardugo a su me surprendre en exploitant un univers riche qu'elle a construit et des personnages attachants qu'elle a créés. Nikolai étant mon personnage préféré de Shadow and Bone, j'étais très contente de le retrouver dans une histoire dont il était le personnage principal, aux côtés de Zoya qui avait aussi un rôle plus secondaire dans la trilogie originale. C'était aussi agréable de retrouver Nina après Six of Crows. Pour moi, ce livre parle de ce qui se passe après les happy endings, ou du moins les endings. Les personnages doivent faire face aux conséquences des péripéties qu'ils ont vécues, qui les ont changées, qui les ont fragilisées. Ça montre qu'au final, une belle fin n'est jamais acquise. Et tout ça m'a donné envie de lire le second tome, Rule of Wolves, qui est bien sûr l'un de mes objectifs de 2025. Ensuite, nous avons Pride and Prejudice de Jane Austen, Orgueil et préjugés. Et oui, je me suis attaquée à ce monument de la littérature, probablement l'un des classiques les plus populaires, les plus aimés. C'est peut-être pour ça que j'en avais un peu peur. Pourtant, j'avais lu un autre roman de Jane Austen, Northanger Abbey, que j'avais bien aimé. Mais je sais pas, celui-là m'intimidait, j'avais peur de justement de trouver ça nul.
Pride and Prejudice, c'est l'histoire de la famille Bennet composée de Monsieur et Madame Bennet ainsi que leurs 5 filles qui sont toutes bien évidemment célibataires. Les parents sont peu fortunés, c'est pour ça que lorsqu'ils apprennent qu'un riche jeune homme célibataire et qui vient de Londres s'installe dans le manoir voisin, ils vont tout faire pour essayer de caser l'une de leurs filles avec lui. Mais c'est sans compter l'entourage peu coopératif de ce jeune homme, notamment son ami, Monsieur Darcy, qui s'entend très mal avec l'une des 5 filles, Elizabeth Bennet. En effet, elle le trouve très orgueilleux. Mais son opinion ne serait-elle pas basée sur des préjugés? Et oui, je devais la faire. J'ai normalement du mal à me sentir investie dans une histoire d'amour qui ne m'est pas contemporaine, en l'occurrence ici qui date du XVIIIe siècle, car généralement, d'une époque à l'autre, on n'a pas la même vision de l'amour. Et justement, à cette époque-ci, l'amour, c'était pas un facteur nécessaire pour un bon mariage. C'était aussi une époque où les femmes avaient moins de droits, enfin bref, un environnement pas très romantique. Mais il y a quand même quelque chose d'étonnamment moderne dans l'écriture de Jane Austen. Il y a de l'humour, les personnages aussi bien féminins que masculins sont bien développés, et j'ai même été hyper intéressée et investie par la romance, comme si je lisais quelque chose de mon époque. Et donc c'était une chouette expérience qui m'a donné envie de lire les autres romans de l'autrice. En autre coup de cœur, nous avons Ernestine, une BD de Salomé Laoche. Et donc cette BD a pour personnage principal Ernestine, une petite fille de 9 ans je crois, qui a un caractère bien trempé. Elle est mature pour son âge et a un côté assez rebelle, c'est-à-dire que elle fume tout le temps, elle joue au poker en ligne, elle fugue à Cuba, elle fait chanter ses voisins, enfin bref, que des activités banales de petite fille de 9 ans au final. Elle vit avec sa mère avec qui elle entretient des relations plus ou moins conflictuelles, un père qui ne fait rien et son grand frère qui est débile. La première chose que j'ai tout de suite adorée dans cette BD, ce sont les couleurs. C'est très coloré, c'est un univers très coloré, très enfantin, ce qui contraste beaucoup avec le personnage d'Ernestine qui justement cherche à fuir l'enfance. Les dessins et les dialogues sont très drôles, mais ce qui fait de ce livre l'un de mes coups de cœur de l'année, c'est sa dimension triste et émotionnelle à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Bref, on rit, on pleure, un bon mélange d'émotions comme je les aime. Je ne sais pas si une suite est prévue, mais j'en veux plus. Nous avons une autre BD, Impénétrable, de Alix Garin. Celui-ci a fait beaucoup parler de lui. D'ailleurs, à l'heure où je filme cette vidéo, il y a le Festival international de la BD qui se déroule en ce moment même à Angoulême. Et Impénétrable a gagné le Fauve Prix du public de France Télévisions. Et je peux vous dire que c'est entièrement mérité. Dans cette BD, Alix Garin parle de son rapport à la sexualité qui se retrouve compliqué par son vaginisme. Mais ça parle tellement plus que du vaginisme. Ce livre nous interroge sur notre vision du sexe, de l'amour et de notre propre corps, dans un récit émouvant, brutal parfois, mais qui fait du bien. Les dessins sont magnifiques et illustrent d'une façon très belle les mots et les épreuves au travers desquelles l'autrice a dû passer. Ensuite, nous avons Toute une moitié du monde de Alice Zeniter. Celui-là, je ne saurais pas comment le décrire. Je peux juste vous dire que j'ai passé un très bon moment en le lisant, un moment que j'aurais aimé prolonger. Il s'agit d'un essai qui se mêle un peu aux mémoires sur le rapport de l'autrice à l'écriture et à la lecture en tant que lectrice et en tant qu'écrivaine. J'ai adoré le style d'Alice Zeniter qui nous donne encore plus envie de continuer ce livre et d'en lire d'autres. Elle arrive à des conclusions que je trouve très justes, qui s'appuient sur des figures de la littérature dont on ne parle pas beaucoup en France, mais qui sont quand même assez connues. Et elle a une approche féministe intersectionnelle qui me plaît bien. J'avais choisi de lire ce livre parce que l'année dernière, en cours, j'ai étudié l'une de ses citations que j'avais trouvée très intéressante et qui m'avait donné envie d'en lire plus. Coucou, c'est encore moi. Je me suis dit que vous aimeriez peut-être entendre la citation qui m'a donné envie de lire ce livre. Alors c'est parti. Revenons-en à la question sur laquelle je trébuche. À qui me suis-je identifiée lors de mes lectures? Avant d'être adulte, toujours au personnage masculin. J'ai été Bastien Balthazar Bux, pas la petite impératrice. J'ai été D'Artagnan, pas Constance Bonacieux. J'ai été Jean Valjean et pas Cosette.
pour la bonne et simple raison que la petite impératrice est prisonnière de sa tour d'ivoire, que Constance Bonacieux passe son temps à se faire enlever et que Cosette troque les maltraitances des Thénardier contre la surveillance des bonnes sœurs du couvent, toute situation qui répliquait, en les exagérant, l'état d'impuissance qui était le mien et dont je cherchais à m'échapper par la lecture. Je lisais enfermée dans une chambre dont mon petit corps et mon statut de mineur ne me permettaient pas de sortir, ou jamais assez loin, et les personnages féminins que je rencontrais lors de ces lectures étaient elles-mêmes des prisonnières, des recluses ou des ballottées par la volonté des forts. Forcément, je me projetais dans l'autre genre, celui qui agissait, celui contre qui les quatre murs d'une chambre ou d'une cellule paraissaient ne rien pouvoir. J'ai été un homme presque tout le temps de ma vie de lectrice. Et enfin, mon dernier coup de cœur en date, c'est In Waves de A.J. Dungo. C'est encore un roman graphique. Comme vous avez pu le comprendre, j'en ai lu beaucoup cette année. Celui-ci est à caractère autobiographique aussi. Il parle de deuil et de surf. L'histoire se déroule sur deux temporalités qui sont distinguables par la gamme de couleurs utilisée. On a du turquoise pour le présent, quand l'auteur parle de ses proches et de son expérience personnelle. Et d'un autre côté, sur des tons sépia, il nous apprend l'histoire du surf, histoire sur laquelle il a rédigé un mémoire. Honnêtement, la chose que j'ai préférée dans ce livre, ce sont les dessins. La façon dont il dessine la mer, je trouve, est magnifique. Moi qui ai un peu peur de l'eau, de l'océan surtout, ça m'a donné envie de me baigner. Et, euh, et donc c'est plein de tendresse. Ça parle de son expérience personnelle avec le deuil d'une façon si belle et poétique, qui fait honneur, je pense, à la personne dont il parle. En même temps, j'adore comment ce livre nous apprend aussi des choses sur le surf et rend honneur à la profession en parlant dès le début de ceux qui y ont contribué, en expliquant les conflits qu'il peut y avoir, les différences d'opinion et les différentes écoles qu'on peut trouver dans cette discipline. C'est très émouvant et je me suis retrouvée parfois à contempler des doubles pages absolument magnifiques, sans texte, mais juste je les regardais comme si j'étais dans un musée en train de contempler une œuvre d'art. Et voilà, c'était mes 6 coups de cœur. Et maintenant, quels sont mes objectifs de 2025? Alors en 2025, j'aimerais lire plus de fantasy, parce que je pense que c'est un genre que j'ai un peu abandonné cette année, mais que j'aime beaucoup et je veux en lire encore plus de variétés différentes. J'aimerais aussi finir certaines séries que j'ai commencées, euh, ce qui va aussi m'aider dans ce but de lire plus de fantasy parce que j'aimerais finir Le Seigneur des Anneaux, j'aimerais finir Percy Jackson, j'aimerais finir La Quête des Willan et commencer La Passe Miroir dont on m'a beaucoup parlé et donc ça m'intrigue, j'ai envie de faire partie de ce délire. Comme d'habitude, je pense que c'est un peu le but de tout le monde, c'est de lire les livres qui sont déjà sur mon étagère pour ne pas les laisser, les abandonner, les pauvres. Généralement, j'y arrive quand même pas mal. Ma pile à lire est assez réduite, mais il y en a certains qui sont là depuis des années et les pauvres, il faut quand même que je leur donne un peu d'amour. Et puis un dernier objectif, c'est quand même de lire ce qui me plaît. Donc sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite encore une bonne année. Je sais, on est en février, cette vidéo aurait dû sortir il y a longtemps, mais comme d'habitude, j'ai la flemme. Mais j'espère qu'elle vous aura plu, quels ont été vos coups de cœur de l'année 2024. Mais je vous dis à très bientôt, ou alors dans hyper longtemps, dépendant de ma motivation, pour une prochaine vidéo. Salut!